Je suis Denis Garnier, je m'occupe donc de l'association Démographie Responsable, qui est une association qu'on a créée il y a une dizaine d'années, tout à fait, qui compte aujourd'hui 150 membres, donc essentiellement en France, mais un petit peu aussi les pays francophones autour, la Suisse, la Belgique et même un petit peu au Canada. Et donc, on essaye de faire passer le message sur la démographie. On est vraiment, on s'inscrit dans le courant écologiste et décroissant. Donc, quelque chose à long terme. Et donc là, je vais vous parler des rapports entre la décroissance et la démographie. Pas du tout de l'immigration, hein, c'est pas du tout mon sujet. Enfin, il y a une fois, il y a le mot. Et donc, on commence. Voilà. Donc par ce tableau qui vous donne en fait l'évolution de la population depuis les origines. Vous voyez qu'en 1800, donc on a atteint le premier milliard. Il avait fallu de l'ordre de 1 million d'années pour y arriver. Bon, ça dépend si on parle des hominidés, les Homo sapiens, etc. Le deuxième milliard, 123 ans après. Donc ça s'est un petit peu accéléré. Et puis ensuite, vous voyez, on tombe sur 33 ans, 14, 13, 12, 12. Là, on est sur un rythme de 1 milliard d'humains supplémentaires tous les 12 ans. Donc les 12 ans, c'est rien du tout, on est tous ici plus ou moins âgés, on sait que 12 ans, ça ne représente rien. Donc ça fait une charge énorme tous les ans pour la planète. Sous le pointillé, vous avez les projections, donc qui datent de 2017. C'est tous les 2 ans. Les prochaines projections, c'est dans une dizaine de jours, donc c'est sur le site de l'UN. Et donc, pour l'instant, on reste sur un rythme de 12 ans. Après, bon, ça va heureusement se ralentir, mais vous voyez quand même que le 11e milliard devrait être atteint avant la fin du siècle. Donc, projection moyenne. Pour vous donner un petit exemple, enfin là ça apparaît pas, mais le 2,5 milliards, c'était en 1950. Donc j'imagine qu'ici il y a des gens qui sont nés aux alentours. On est 7,7, 7,8, bon peu importe. Donc ça a déjà été multiplié par 3 pendant notre vie, qui j'espère n'est pas encore terminée. Bon, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, évidemment. Hein. Donc on vit, tous autant qu'on est là, on vit l'explosion démographique. Et on a ce privilège, ou cet inconvénient, je ne sais pas, de vivre au moment de l'explosion démographique de l'humanité. Alors qu'est-ce que ça donne tous les jours? Vous voyez, on est à plus de 200 000 sur la planète, un solde de naissance fait. Et je vous ai mis, donc c'est Paris tous les 10 jours, tout simplement. Et tous les ans, donc un peu plus de 80 millions d'habitants, soit la population de l'Allemagne. Alors vous imaginez, donc tous les ans, il faut construire des logements, des routes, des autoroutes, des infrastructures, toutes les zones industrielles, etc., les chemins de fer. Voilà, ça tous les ans, c'est inimaginable. Et c'est pareil, la Turquie aussi, c'est à peu près la même taille. Et donc, qu'est-ce qui va se passer d'ici à la fin du siècle? Eh bien, vous voyez, un surcroît de 3,6 milliards d'habitants. Donc, j'ai un peu décomposé. L'Amérique du Nord, donc 130 millions. Alors, bon, c'est pas énorme, mais comme c'est quand même une des régions du monde qui a la plus forte consommation et les plus fortes émissions, c'est quand même important. Après, vous avez l'Europe. Alors là, justement, au niveau d'immigration, là, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est donné avec une baisse de 90 millions. Donc là, c'est une certitude. Et compensé, vous voyez, par les 70 millions de l'Afrique du Sud, pardon, et de l'Océanie. Là, ça, c'est pas très important. Hein. Par contre, les 270 millions de l'Asie, ça, c'est important malgré tout, parce que l'Asie est d'ores et déjà surpeuplée. Hein, avec des points chauds, on y reviendra peut-être. Et donc, le gros de la troupe, les 89% donc, de ces 3,6 milliards, c'est l'Afrique, et en particulier l'Afrique intertropicale, que je vous ai dessiné. Le premier de 200 millions, c'est toute l'Afrique. Et donc, qu'est-ce que ça va donner et donc, ici, au niveau donc, de l'impact environnemental? Donc, je vous rappelle l'équation des Richelden, là, iPad, là, donc, c'est l'impact qui est égal donc, au produit de la population, la pression démographique, pardon, mode de consommation et ensemble de technologies. Ce qu'il faut, c'est impérativement faire baisser l'impact. Alors, l'impact, il ne va pas baisser avec la démographie, puisque ça fait 45% supplémentaires d'ici à la fin du siècle. Heureusement, les technologies, en fait, deviennent de plus en plus efficientes, donc ça, c'est censé baisser.
Et puis le mode de consommation, donc voilà, croissance, décroissance. Voilà, c'est vraiment difficile de faire baisser l'impact si on laisse la population comme ça augmenter de 45%. Ça implique de baisser un peu plus le mode de consommation, donc d'entrer un peu plus en décroissance. Bon, ça tombe bien pour nous, mais c'est pas sûr que ça intéresse tout le monde. L'intérêt de cette équation aussi, c'est de voir qu'en fait, on entend souvent parler, certains écologistes, de répartition. Hein, le Graal, c'est la répartition, le partage, etc. Donc, nous, on est tout à fait pour, évidemment, la répartition et le partage. Mais c'est valable sur le plan social, sur le plan moral. Mais sur le plan écologique, le partage, ça ne donne rien, ça n'a pas d'influence. Hein. Donc au moins les choses sont claires. Et donc, ce couple démographie et niveau de vie, donc consommation, donc, a une influence dans tous les domaines de l'environnement. Donc je vous ai rappelé ici, donc le climat par l'intermédiaire évidemment des émissions de CO2, la biodiversité. Alors la biodiversité, j'en parle très peu, mais vous avez eu le rapport de l'IPBES récemment, donc c'est catastrophique. Les questions de l'eau douce. Alors l'eau douce, c'est la ressource malthusienne par excellence, hein, parce que voilà, c'est les précipitations et l'évaporation, c'est à peu près toujours la même chose. Donc on va vraiment avoir un problème. Tout les pollutions, bon, les ressources fossiles, n'existent pas, l'acidification des océans, la surpêche, la déforestation, les terres arables et donc les migrations, c'est la seule fois que je cite le terme. Donc vous voyez, tous les domaines de l'environnement sont impactés par ce couple démographie-consommation. Et donc, on peut étudier chacun de ces thèmes individuellement. Bon, moi j'ai déjà fait des conférences juste sur le climat, juste sur le douce, bon, et à chaque fois il faut au moins 1 heure, évidemment on n'est pas là pour ça. Et donc, je préfère utiliser ce qu'on appelle l'empreinte écologique qui permet de travailler sur tous les domaines qui étaient les petits ovales qu'il y avait précédemment. Ça rassemble tout, bon, sauf éventuellement la biodiversité, ou du moins ça ne prend pas en compte toute la biodiversité. Et donc cette empreinte écologique, dont je rappelle, alors, au niveau individuel, je rappelle sa définition, c'est une surface. C'est la surface nécessaire pour produire les ressources qu'un individu consomme et absorber les déchets qu'il génère. Bon. Alors comment est obtenue cette empreinte écologique individuelle? On prend l'empreinte écologique de chaque pays, on fait la somme, on a l'empreinte mondiale, on divise par la population, on a de disponibles 2,9 hectares. Et puis, évidemment, pour utiliser cette empreinte, il faut qu'il y ait une création, il faut qu'il y ait un crédit, et donc c'est la biocapacité, c'est ce que produit la planète de façon renouvelable tous les ans. Et donc là, comment on calcule? Pareil, on calcule pays par pays, on fait la somme et on divise par la population. Et donc on arrive à 1,7 hectare. Alors, l'inconvénient de cette biocapacité, enfin l'inconvénient quand il y a une augmentation de la population, c'est que ce 1,7, ça se réduit, hein, puisqu'on divise une biocapacité. Alors même si on peut la faire, on peut un peu l'augmenter quand même, hein, la biocapacité, mais pas tant que ça, elle reste très très faible augmentation, et donc on divise par un nombre de personnes toujours plus grand, et donc ça diminue. Évidemment, l'idée, c'est que vous pouvez avoir tout de suite en tête, c'est comment c'est possible de consommer plus que ce que la planète produit. Hein, donc, bonne question. Et donc, la réponse est tout simplement qu'on consomme au-delà de ce qui est renouvelable. On puise dans les ressources, comment dire, dans le capital de la planète. Hein. Et pour donner un exemple, on vide les océans de leurs poissons, on vide des nappes phréatiques fossiles, on déforeste, on réchauffe le climat. Voilà. Et donc, on regarde maintenant, oui, alors donc vous avez ça, vous avez tous entendu parler du jour du dépassement. Eh bien, comment est calculé ce jour du dépassement, donc jour à partir duquel on a consommé plus que la planète peut fournir en renouvelable? Eh bien, on considère que si on utilise les 2,9 hectares en 365 jours, on se pose la question combien de jours pour arriver au 1,7 hectare. Et donc, c'est un produit en 3, et on obtient le 213e jour. C'est-à-dire, en gros, le début août, quoi. Et donc, vous avez ici cette évolution du jour du dépassement. Vous voyez que dans les années 70, et bien, on était en équilibre. Bon, c'est d'ailleurs l'équilibre, ce juste équilibre n'était pas forcément une très bonne chose non plus, hein, enfin, parce qu'on n'est pas les seuls, il y a la biodiversité, justement. Et donc, 2018, donc l'été dernier, c'était le 1er août. Mais tous les ans, c'est un petit peu plus tôt. Et on regarde maintenant notre pays, donc la France. Alors, vous voyez que notre empreinte, si on arrondit au 10e, c'est 5,1.
et biocapacité 2,9. Donc on est en déficit. On peut regarder poste par poste. Vous voyez qu'en terre cultivée, eh bien, on est bénéficiaire, donc tant mieux, hein, on exporte. Bon. En pâturage, on est déficitaire. Alors on n'est pas structurellement déficitaire, on est déficitaire parce qu'on préfère acheter le soja au Brésil, par exemple, ça coûte plus cher que de le faire chez nous. Mais ça nous met un peu dans le rouge. Pour les forêts, on est bénéficiaire. Donc en gros 0,5, hein. Donc ça c'est tant mieux. Je vais revenir après certainement. Et les pêcheries, on est déficitaire. Et donc globalement sur ces 4 postes fondamentaux, on est quand même bénéficiaire, donc ça c'est plutôt bien. Et ce qui nous met dans le rouge, c'est l'empreinte carbone. Donc, vous voyez, il fait 2,85, même si on arrondit à 3. On a vu tout à l'heure qu'on avait 0,5 de forêt supplémentaire, donc ça fait qu'on n'a qu'un sixième pour essayer de recapter nos émissions de CO2. Et donc vient le projet stratégie nationale carbone, là, de stratégie nationale carbone, pardon, SNBC. Donc l'idée des pouvoirs publics, ensuite à RECOP 21, aux accords de Paris, c'est d'arriver d'ici à 2050 à la neutralité carbone. Alors cette neutralité carbone, ça veut dire quoi? Ben, ce qu'on émet, nous, en CO2 pour produire tout ce qu'on produit, nos aliments et autres, et donc on consomme sur place, moins ce qu'on produit en France et qu'on exporte, l'équivalent CO2 qui sert à produire, et plus les produits qu'on achète, et le CO2 qui est incorporé à ces produits. Donc voilà, quand on fait la somme, il y a consommation nationale, plus importation, moins exportation, il reste un résidu carbone d'émissions. Et c'est ces émissions-là qu'il faut essayer de recapter grâce à nos forêts. Donc le but, c'est d'arriver à recapter tout ce qu'on émet, enfin tout le surplus qui est émis grâce à nos forêts. Donc on a vu qu'on avait ce 0,5 tout à l'heure. On peut aussi compter sur la Guyane, parce que la Guyane, malgré tout, ça représente, je crois, 14% du territoire français, enfin si on compte métropole plus Guyane, et malgré tout, le potentiel de captage, c'est 28%. Donc vous voyez, c'est plus du quart. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, c'est notre joker. Mais malgré ça, ça demande de très très gros efforts. En gros, ce qui est prévu, c'est en 2050, il n'y a plus de véhicules à moteur essence, diesel, etc. Donc c'est plus que d'électrique. C'est ce qui est prévu, voilà, c'est officiel. Et donc, espérons qu'on y arrivera. Mais ça nous permettrait éventuellement, vous voyez que la France quand même a cet atout formidable, c'est-à-dire que si on arrive à avoir, disons, la neutralité carbone, on est en équilibre écologique. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on peut évidemment parler, bon là je vous ai décrit tout le cas de la France poste par poste. L'idée c'est plutôt d'essayer de voir un peu ce qui se passe pour tous les pays, de façon à voir ce qui se passe au niveau de la planète. Et pour ça, donc j'utilise en fait un graphique que je vais construire avec vous. Donc vous voyez qu'en ordonnée, on utilise l'empreinte écologique, donc on l'a dans les tables du réseau empreinte globale. Et donc ça c'est en ordonnée. Donc, et en abscisse, en horizontale, on utilise ce qu'on appelle la densité de population par surface bioproductive. Bon, c'est quoi ce truc? Bon, déjà, c'est en hectares par habitant et non pas comme les densités habituellement, c'est en... Je ne sais pas ce que j'ai dit juste avant, pas. D'habitude, densité, donc c'est en habitants au kilomètre carré. Ici, donc c'est en habitants en hectares, mais c'est pas gênant, donc c'est un centième. Qu'est-ce que c'est qu'une surface bioproductive? Eh bien, c'est la surface du pays moins les déserts, les zones de montagne au-dessus de 1000 mètres, etc. L'avantage de cette densité de population, donc déjà, c'est qu'on va relier la densité à l'empreinte. Et c'est surtout qu'en fait, c'est l'inverse de la biocapacité, donc on l'a aussi dans les tables du réseau empreinte globale. Et ensuite, on va construire donc, la courbe d'autosuffisance. Donc vous voyez ici que si on a une densité d'un habitant à hectare et qui consomme 1 hectare par habitant, bon, on est en équilibre. S'il y a 2 personnes qui consomment 0,5, c'est encore en équilibre. Si vous faites le produit abscisse pas ordonné, eh bien ça doit donner 1. Et donc ça nous donne cette courbe-là. Donc ça c'est la courbe d'autosuffisance. Et puis on construit la courbe d'utilisation de 2 pays. Donc si vous avez en rouge 2 habitants à l'hectare qui utilisent 1 hectare chacun, en gros on utilise 2 fois le pays. Ensuite je mets toutes les courbes suivantes, utilisation de 3 pays, 4 pays, N pays. Et ensuite je vous place la France.
Alors la France, donc, avec son 5,1 hectares d'empreinte, et puis la densité, bon, 0,34 en piste, c'est plutôt le 1 sur 2,9, on a vu que c'était 2,9 notre biocapacité. Donc vous voyez qu'on est situé, donc on n'est pas en équilibre, évidemment, on utilise 1,8 fois notre territoire. Je vous place la planète, donc là c'est 1,7 fois le territoire, et puis en vrac, toute une série de pays, je ne vous les mets pas tous, sinon on ne verra plus rien. Alors ça nous permet de voir que l'Allemagne donc utilise 2 fois et demi son territoire, au Royaume-Uni, d'Italie 4 fois, la Belgique 6 fois. Alors d'une façon générale, tous les pays qui sont soit sur la courbe verte, soit en dessous ou à gauche, théoriquement c'est bien. Bon, en réalité quand même, quand on voit le Canada qui utilise qui a une empreinte de 9 hectares par habitant, c'est quand même tout à fait excessif, hein, sachant que la moyenne c'est quand même 2,9 d'utilisation, et qu'on dispose d'ailleurs que 1,7. Donc il y a quand même des efforts à faire là. Et ce qu'on voit aussi ici, c'est que tous les pays qui sont à droite sont des pays avec de très fortes densités de population par surface bucolique. Donc ça va pas du tout. Donc en gros, là je ne l'ai pas mis, mais si vous aviez un trait vertical en plein milieu, ça vous donnerait en fait les pays qui sont surpeuplés. Hein. À partir du Japon, on a déjà, voilà, donc Iran, Algérie, Égypte, par rapport à la surface bioproductive, ce sont des pays surpeuplés. Quand on parle de surpopulation planétaire, ce n'est pas tous les pays qui sont surpeuplés. Hein. Il y a des pays qui ne le sont pas. Voilà. Nous, on est au niveau surpopulation, ça ne va pas trop mal, bien que nous, on trouve qu'il faudrait quand même arrêter de croître. Mais en théorie, on ne fait pas partie des pays surpeuplés. Alors l'intérêt de cette courbe, c'est qu'on peut voir comment revenir à l'équilibre. En oui, la France, il y a 2 grandes possibilités. Par exemple, si on fait verticalement vers le bas, on passe de 5,1 à 2,9. Bon, par exemple, si on n'a plus notre empreinte carbone, ou du moins si on est en neutralité carbone, eh bien on revient sur la courbe, donc parfait. On peut aussi baisser la densité de population, c'est-à-dire baisser la population. Donc c'est quand même aussi sur du long terme. Et c'est un moyen de revenir à l'équilibre. Alors évidemment, toute la zone verte est valable. Le problème, c'est qu'actuellement, c'est la petite flèche rouge qui est en pointillé, qui part à l'horizontale. Pourquoi? Parce que quand même, tous les ans, on gagne un peu plus de 200 000 habitants. Alors pourquoi? Il y a le vieillissement de la population, on a encore un taux de fécondité qui est quand même pas trop mal, entre guillemets. Ça dépend de quel point de vue on se place. Et puis évidemment, il y a le solde migratoire. Alors là, c'est aussi intéressant de voir, je n'étudie que 2 pays, donc le Bangladesh. Alors oui, le Bangladesh, donc, il se situe quand même très à droite. Si jamais on veut revenir à l'équilibre, il y a toujours les 2 grands types de solutions. Et donc là, j'ai quand même eu besoin de vous mettre des petits tableaux. Il faut bien voir que la biocapacité du Bangladesh, c'est 0,37. Donc nous, on est à 2,9. Hein. Donc si on fait, en gros, ils ont une biocapacité, donc un potentiel 7 fois inférieur au nôtre. Donc quoi qu'il arrive, s'ils veulent revenir à l'équilibre, de toute façon, ils ont une biocapacité 7 fois inférieure. En schématisant très vite, on veut dire ils ont un niveau de vie potentiel 7 fois inférieur au nôtre. Donc c'est quand même pas terrible. En plus, la situation va quand même s'aggraver parce que même si le taux de fécondité a beaucoup chuté, hein, de toute façon ils sont toujours pas autour de renouvellement, donc 2,1, la population est encore assez jeune, et donc ils vont encore passer d'ici à 2050 de 170 à 200 millions. Donc ils vont partir un petit peu vers la droite. Donc la situation va être encore plus dure. Bon, Bangladesh, pour vous donner une idée, c'est 1100 habitants au kilomètre carré. Et donc nous, si on avait cette densité, on serait plus de 600 millions de Français. Bon, donc voilà. Bon, ceci dit, ils font avec, hein, il n'y a pas... Et donc là, c'est une petite photo de Dakar, de la gare, un jour de fête quand même. Et donc le cas du Nigeria, donc là c'est pareil, hein, je reviens juste sur la biocapacité là-haut, donc 0,64, donc c'est 5 fois inférieur à notre biocapacité, donc potentiellement un niveau de vie 5 fois inférieur au nôtre, si on veut que le pays soit en équilibre avec lui-même. Et là, la population, c'est beaucoup plus grave, puisque actuellement, ils ont quasiment 200 millions. La population va doubler d'ici le milieu du siècle et passer peut-être à 750 millions à la fin du siècle. Donc, il y a un produit 375. Donc, le Nigeria, je vous ai mis sa position sur le graphique en 2050, la petite flèche rouge, et 2100, il sort du graphique. Et donc, une photo de Lagos, là.
un marché. Alors, la couverture médiatique sur le sujet, donc ça a évolué ces dernières années quand même, on en parle vraiment de plus en plus du sujet. Il y a eu l'affaire du fameux tweet de l'AFP. Bon, en fait, l'AFP reprenait une étude américaine sur le sujet. Et donc, vous aviez en bas, avoir un enfant en moins, vous voyez, c'est un potentiel 60 fois supérieur à, par exemple, à un régime à la base de plantes. Hein, c'est une échelle logarithmique. Donc, évidemment, c'est pas tellement avoir un enfant en moins, c'est ce qui, moi, j'aurais préféré qu'on mette l'enfant supplémentaire. Quel est le coût carbone de l'enfant supplémentaire, voilà. Il ne s'agit pas d'en faire un de moins, bon. Mais quel est le coût de l'enfant supplémentaire? Alors ce tweet a été beaucoup critiqué parce que c'était vraiment pas politiquement correct, et donc l'AFP a fait des excuses, comme on fait maintenant. On fait un soi-disant dérapage, on s'excuse, on en a eu avec Christine Angot la semaine dernière. Dont je ne suis pas fan au passage. Et donc vous avez eu alors aussi à l'initiative de l'intervenant suivant, là, Jean Berthaud, une chronique sur le monde, donc c'était vraiment très très bien, au moment de la COP, je pense. Libération, donc c'est fendu d'un dossier, donc c'est pas mal, parce que en général à gauche on n'ose pas trop en parler, donc là c'est bien. Vous avez à nouveau un article sur Le Monde, même un dossier, oui, sur Le Monde, je l'ai repris. Alors Le Monde, qui d'ailleurs avait fait un dossier l'an dernier, donc il y a disons 1 an et demi, au moment de la COP23, donc c'était l'alerte des scientifiques, là, des 15 000 scientifiques, dont 1000 Français. Et donc ça avait été repris par la Croix, et vous aviez sur les 13 recommandations, il y en avait 2 qui concernaient la démographie. Donc, vous voyez, réduire la fécondité en faisant en sorte que les femmes aient accès à l'éducation et au planning. Bon, c'est les deux grands axes, hein, c'est planning et éducation. Donc là, c'était très bien que ça soit bien mis en évidence. Et vous aviez aussi quelque chose qui nous a vraiment intéressé, c'est cette notion de population soutenable. Donc, essayer de faire un travail scientifique pour voir bien, combien est-ce qu'on peut être de façon durable et de façon soutenable sans continuer à détruire la planète. Et donc nous, on a travaillé là-dessus, à partir donc, du couple empreinte-biocapacité. Alors uniquement, donc c'est quand même relativement simplifié, hein, c'est pas non plus un travail scientifique d'une haute difficulté. Donc on travaille sur le couple empreinte-biocapacité, on considère que chaque pays doit être en équilibre, hein, c'est le principe de la neutralité du carbone. Bon ben là, il faut la neutralité écologique, donc dans son ensemble, tous les postes de l'empreinte. On choisit arbitrairement une empreinte et on se dit, tiens, ben, qu'est-ce que ça donne si tous les pays sont en équilibre avec cette empreinte et cette biocapacité? Cette position d'équilibre, elle détermine une population, et quand on fait la somme des populations, eh bien, on a la population soutenable de la planète, et ça donne le graphique suivant. Alors, vous voyez que si on a une empreinte, on ne voit pas très bien le 1, mais enfin c'est Madagascar en bas, si on a une empreinte égale à notre biocapacité de 1, eh bien on peut être 12 milliards. Bon, super. Simplement, pas sûr que les Français aient envie de vivre comme les Malgaches, avec le niveau de vie des Malgaches, et réciproquement, pas sûr non plus que les Malgaches aient envie de rester avec le niveau de vie qu'ils ont. Donc, bon, on peut parler de cette idée. Plus intéressant, c'est de regarder ce qui se passe entre 1,7 et 2,9. Hein, je vous rappelle, 1,7 c'est de la biocapacité actuelle, et 2,9 c'est l'empreinte actuelle de l'humanité individuelle, au niveau individuel. Et donc, voilà, si on s'accorde sur une empreinte de biocapacité de 1,7, ben on peut être 7,4 milliards. Donc, oui, en gros, un peu ce qu'on est aujourd'hui, un peu plus. Si on est à une empreinte de biocapacité de 2,9, alors pour nous c'est pas mal parce que ça correspond à notre biocapacité. Ben on peut être 4,4 milliards. Bon, donc ça correspond au niveau de vie actuel donc, de l'Iran. Ça correspondrait à la France sans son empreinte carbone. Donc vous voyez, c'est vraiment entre ces deux limites qu'il faut raisonner. Donc vous voyez, en population soutenable, donc en partant du principe des pays en équilibre avec eux-mêmes, avec l'histoire de l'empreinte et de la biocapacité, il faudrait être entre 4,4 et 7,4. Et ça donne ça, oui, ça fait tous les pays qui convergent là, vers le centre. Voilà. Donc la Terre elle-même bouge et on se retrouve sur la courbe. Bon. Alors,
Vous voyez que les pays qui sont très à droite, ils ont de très gros efforts à faire au niveau de population. L'inconvénient de cette notion de population soutenable, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout en haut, là, près du 9, il y avait le Canada. Avec ce système, le Canada peut gagner de la population, hein, puisque actuellement c'est un pays créditeur. Bah, voilà, il peut très bien gagner de la population. Idem, bon, il y en a un, c'est le RDC, là c'est tout en bas près du 1. Bon, c'est peut-être un petit peu dommage de demander ou de conseiller à des pays de baisser leur population sur le long terme, évidemment, hein, et puis de laisser d'autres pays, d'un seul coup, leur population exposée sous prétexte que le pays est favorisé par la nature, etc. Et donc, ce qu'on peut essayer de faire, et c'est le graphique suivant, c'est voilà, tous les pays qui sont, entre guillemets, surpeuplés, reviennent sur la courbe de cette façon-là, comme avant, et par contre, les pays qui sont créditeurs, eux restent au même niveau de population, donc au même niveau de densité de population. Alors, soit ils descendent, soit ils montent à l'horizon. Bon. Et ça a l'avantage, vous voyez que la Terre, à ce moment-là, passe de l'autre côté de la courbe. On est créditeur, la Terre devient créditrice. Bon, ça permet de récupérer tout ce qui a été perdu avant, parce que là, on abîme la planète, donc ça permet de récupérer, et ça permet éventuellement de laisser de la place à la biodiversité, qui n'était pas prise en compte vraiment au départ. Voilà, donc nous, c'est cette solution qu'on préconise, évidemment. Et cette solution, vous voyez, elle nous mène entre 3 et 4 milliards. Donc pour nous, la population optimale, c'est plutôt entre 3 et 4 milliards. Alors évidemment, si on revient maintenant aux projections de l'ONU, hein, donc c'est la projection moyenne, 9,8 milliards en 2050 et 11,1 en 2100. Alors elle est calculée comment? Elle est calculée, tout simplement, on se dit, enfin, on fait l'hypothèse qu'on est à 2,1 enfants par femme au niveau mondial à la fin du siècle. Vous avez encadré donc par une projection haute et une projection basse. La projection haute, c'est 0,5 enfants supplémentaires, donc ça serait passé à 2,6, c'était vraiment catastrophique. Et une projection basse, donc c'est avec comme objectif 1,6 enfants par femme en 2100. Donc là, c'est quand même franchement intéressant, puisque on gagne quand même encore 1 milliard d'ici à 2050, d'accord? Mais ensuite on décroît, et à la fin du siècle, vous voyez, on est un petit peu moins qu'aujourd'hui. Mais si on fait 11,2 moins 7,3, ça fait 3,9, on est 4 milliards de moins que ce qui est prévu par la projection moyenne. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, cette projection basse, elle n'est pas faite pour ça par l'ONU, mais nous, on se l'accapare, à la démographie responsable, on dit qu'il faut se caler dessus. Et c'est sans doute ce qu'on peut faire de mieux, avec des moyens non coercitifs, hein, évidemment. Si on fait uniquement le planning familial, l'éducation, les systèmes de retraite, tout ce qu'on voudra, voilà, c'est sans doute ce qu'on peut faire de mieux. Bon, c'est ce qu'on peut faire de mieux, mais vous voyez qu'on n'atteint pas encore la population ni soutenable et a fortiori optimale. Hein. Pour y arriver, il faut atteindre le 22e siècle. Il faut attendre le 22e siècle, c'est-à-dire en gros dans un siècle ou un siècle et demi. Alors ça peut paraître long, mais c'est la seule solution. On ne peut pas aller plus vite, il ne faudrait surtout pas aller plus vite. Parce que si on décroissait trop vite, ce serait peut-être dur de repartir en fait. Hein, vous imaginez actuellement les femmes font entre 1 et 2 enfants en moyenne. Est-ce que dans un siècle, si on est descendu très vite, quand je parle au niveau de la planète, et d'un seul coup on demande voilà, il faut en faire 3 ou 4, alors qu'elles se sont habituées à travailler, etc. Et c'est très bonne chose, pas sûr qu'elles aient envie de repartir de cette façon. Donc c'est pour ça qu'il faut décroître, mais autant comme on a cru beaucoup trop vite, la croissance, elle était, bon, on le voit, hein, c'est les 1 milliard tous les 12 ans. Malheureusement, si on veut conserver des équilibres, on est obligé de décroître en douceur. Voilà. Donc, bon, d'un autre côté, au niveau de l'histoire de l'humanité, hein, un siècle et demi, on ne va pas s'en sortir. Hein. Donc il faut rester optimiste. Hein. Donc nous, c'est notre objectif à démographie responsable, c'est d'essayer de plafonner au plus vite et de décroître en douceur. Voilà. Donc ça n'a rien de révolutionnaire. C'est pour ça qu'on s'appelle démographie responsable. On n'est pas des foufous. Voilà. Et donc je termine avec bon, cette citation là, de Kofi Annan, donc, qui est décédé l'été dernier, et qui donc évidemment s'était exprimé sur le sujet. Et puis là, vous avez la page d'accueil de notre site que vous pouvez retrouver donc sur Internet. Voilà, j'ai terminé.